Les choses s'enveniment à nouveau au Moyen-Orient. Regardez toute l'escalade qui a eu lieu rien que samedi. Le cessez-le-feu entre le Liban et Israël semble s'effondrer. Le CGRI a fermé le détroit d'Ormuz après l'avoir rouvert pendant quelques heures, puis ils ont commencé à cibler des navires civils, après leur avoir donné la permission de traverser le détroit d'Ormuz. À ce moment, le président Trump a entamé une réunion dans la salle de crise que nous aborderons bientôt. Quelques heures plus tôt, dimanche après-midi, le président Trump a annoncé que les États-Unis avaient saisi un cargo tentant de briser le blocus américain. Voici sa déclaration. Aujourd'hui, un cargo battant pavillon iranien nommé Tuska, long de près de 900 pieds et pesant presque autant qu'un porte-avions, a tenté de franchir notre blocus naval, et cela ne s'est pas bien passé pour eux. Le destroyer lance-missile USS Spurance de l'US Navy a intercepté le Tuska dans le golfe d'Oman et leur a donné un avertissement pour s'arrêter. L'équipage iranien a refusé d'obéir, alors notre marine les a stoppés net en faisant exploser un trou dans la salle des machines. En ce moment, les Marines américains ont pris le contrôle du navire. Le Tuska est sous sanction du Trésor américain, en raison de ses antécédents d'activités illégales. Nous avons la garde du navire et vérifions son contenu. Navire à moteur, Tosca. Navire à moteur Tosca. Évacuez votre salle des machines. Évacuez votre salle des machines. Nous sommes prêts à vous soumettre à des tirs de neutralisation. D'accord, on a tiré une fusée éclairante. C'est clairement un événement majeur. Jusqu'à présent, le CENTCOM a annoncé qu'environ 24 navires ont tenté de sortir du blocus depuis les ports iraniens. Avertis par la marine américaine, ils ont choisi de rentrer dans un port iranien pour éviter de franchir la ligne. Mais ce navire est différent. Il n'essayait pas de sortir, mais plutôt de retourner dans les eaux iraniennes. Regardez cette carte. Voici la carte de l'endroit où l'incident a eu lieu. Comme vous pouvez le voir, ce navire entrait dans les eaux iraniennes. En fait, il venait du port de Kalang en Malaisie, et il transportait une cargaison qu'il essayait d'acheminer vers un port iranien. C'est pour cette raison que la marine américaine les a avertis. Lorsqu'ils n'ont pas écouté, elle a intercepté et arraisonné le navire. Il est maintenant important de clarifier. Si un navire est vide, ou si un pétrolier est vide, les États-Unis les laissent entrer dans les eaux iraniennes. Mais s'il est chargé de marchandises, alors il est concerné par le blocus américain. Et cela signifie qu'aucun navire ne peut entrer dans les ports iraniens s'il est chargé de pétrole ou de marchandises. Et aucun navire ne peut sortir des ports iraniens s'il est chargé de pétrole ou de marchandises. Le blocus se poursuit. Les Iraniens doivent être furieux. Regardez ce qu'ils ont dit hier. Et cette déclaration vient d'un homme important en Iran, leur principal négociateur. Eh bien, il vient de donner sa première interview télévisée à cause du chaos qui règne actuellement en Iran. Et pendant cette interview, il a dit que la guerre pourrait reprendre à tout moment, maintenant. Vous ne voulez sûrement pas entendre cela de votre principal négociateur. Mais cela pourrait n'être que de la rhétorique, car comme vous le savez, plusieurs factions en Iran se disputent le pouvoir. Et ce type qui fait une interview à la télévision pendant ce conflit essaie essentiellement de consolider son pouvoir. Juste un peu de contexte sur ce type. Il s'est présenté plusieurs fois au poste de président iranien et il a échoué à chaque fois. De nombreux experts ont supposé que son rêve, depuis des décennies, est de devenir l'homme le plus puissant d'Iran. Et maintenant que tous ceux qui étaient sur son chemin sont morts à cause de la guerre en cours, c'est maintenant sa chance de prendre le contrôle. D'une certaine manière, cela pourrait être positif pour tous ceux en Iran qui veulent la paix, car pour consolider son pouvoir, il doit négocier un accord de paix avec les États-Unis. Et s'il fait cela, il a plus de chances de s'imposer en quelque sorte comme le nouveau centre de pouvoir en Iran. Bien sûr, l'Iran a un président qui est toujours en vie, mais ce type, je ne sais pas où il est. Il est vivant, on le sait. Il donne des interviews ici et là, mais il n'a aucun réel pouvoir. Il ne participe pas aux négociations. Il n'est pas lié aux gardiens de la révolution ou à l'armée pour réagir aux événements. Il est surtout une figure symbolique, sans pouvoir réel. C'est pourquoi, pour Galivba, c'est une occasion parfaite de consolider son pouvoir et de se positionner comme l'homme fort en Iran, en dehors du guide suprême bien sûr, car le guide suprême est un peu une figure dictatoriale en Iran. Personne ne peut être au-dessus de lui. Personne ne peut limiter ses pouvoirs. Mais en dehors de cela, Galivba pourrait être le prochain homme fort s'il négocie un accord de paix. Mais malheureusement, la probabilité qu'un accord de paix soit conclu prochainement diminue chaque jour.
Regardez la déclaration que le président Trump a publiée ce matin. L'Iran a décidé de ouvrir le feu hier dans le détroit d'Ormuz, une violation totale de notre accord de cessez-le-feu. Beaucoup d'entre elles visaient un navire ami et un cargo du Royaume-Uni. Ce n'était pas très correct, n'est-ce pas ? Mes représentants se rendent à Islamabad, au Pakistan, et ils y seront demain soir pour des négociations. L'Iran a récemment annoncé qu'il fermait le détroit, ce qui est étrange puisque notre blocus l'a déjà fermé. Ils nous aident, sans le savoir, et ce sont eux qui perdent avec le passage fermé. 500 millions de dollars chaque jour. Les États-Unis ne perdent rien. En fait, de nombreux navires se dirigent maintenant vers les États-Unis, vers le Texas, la Louisiane et l'Alaska pour charger du pétrole. Merci au CGRI, qui veut toujours jouer les durs. Nous proposons un accord très juste et raisonnable, et j'espère que l'Iran l'acceptera, parce que sinon, les États-Unis vont détruire chaque centrale électrique et chaque pont en Iran. Fini de jouer les gentils. Ils tomberont vite et facilement s'ils n'acceptent pas l'accord. Ce sera pour moi un honneur de faire ce qui doit être fait, ce qui aurait dû être fait à l'Iran par d'autres présidents depuis 47 ans. Il est temps que la machine à tuer iranienne prenne fin. Dans un instant, nous aborderons les détails de l'accord de paix proposé par les États-Unis à l'Iran. Mais d'abord, je souhaite vous présenter une déclaration. Avant cela, je souhaite vous montrer une déclaration de l'ambassadeur américain à l'ONU, Mike Walsh. Ce matin, il a expliqué comment les États-Unis comptent intensifier la guerre si l'Iran refuse un accord de paix. Écoutez bien. Eh bien, laissez-moi vous parler du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, comme vous le savez, doit expirer mercredi. Le président Trump a averti dans sa publication de ce matin, s'il n'y a pas d'accord, les États-Unis vont, je cite, détruire chaque centrale électrique et chaque pont en Iran. Fini de jouer les gentils. S'il n'y a pas d'accord d'ici mercredi, le président va-t-il prolonger l'accord de cessez-le-feu ? Eh bien, c'est en fin de compte une décision qui revient au président. Je ne vais certainement pas négocier sur une question nationale. À la table, est-ce une possibilité ? Eh bien, tout est sur la table. Absolument, tout est sur la table. Et le président a été très clair sur le fait qu'il est prêt à intensifier pour désamorcer ce conflit comme il se doit. Mais je veux juste prendre les devants face à cet autre discours ridicule et franchement irresponsable selon laquelle cela constituerait d'une certaine manière un crime de guerre. Crime de guerre évoqué par des politiciens démocrates, les médias et d'autres membres de la communauté internationale. C'est faux et irresponsable. Et nous avons une longue histoire de destruction de ponts, de centrales électriques et d'autres infrastructures qui alimentent l'armée iranienne. Et ils ont l'habitude d'amalgamer les ressources civiles et militaires, y compris en cachant des armes, des stocks, des roquettes et du matériel militaire dans des écoles, des hôpitaux et d'autres quartiers civils. Ce qui constitue un crime de guerre de la part de l'Iran, donc je veux juste, c'est-à-dire nous devons simplement mettre fin à cela et arrêter cette rhétorique irresponsable. Il faut rappeler que l'Iran a accepté un cessez-le-feu. Juste quand les États-Unis ont menacé de détruire ces centrales électriques et ponts, s'attaquer à des infrastructures qui mettent des décennies à reconstruire. C'est alors qu'ils étaient prêts à négocier, mais la situation en Iran avait malheureusement beaucoup changé. Les conservateurs ont gagné en pouvoir après la déclaration du ministre des Affaires étrangères. Des rumeurs circulent sur la possible révocation du ministre des Affaires étrangères après sa déclaration concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz. Cela pourrait signifier que les personnes prêtes à négocier il y a seulement 2 semaines ont peut-être peur de le faire maintenant parce qu'elles voient ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Ils voient le pouvoir du CGRI et ce qu'ils ont fait au ministre des Affaires étrangères après qu'il a négocié un accord équitable. Il se peut que des personnes soient désormais moins effrayées de le faire. Encore une fois, ce ne sont que des gens en train de surinterpréter ce qui se passe en Iran, Internet étant coupé depuis plus de 50 jours. Nous ne recevons pas beaucoup d'informations qui filtrent, à part quelques interviews et déclarations publiées par les responsables du régime, et elles sont très soigneusement orchestrées. Vous savez ? Donc nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe en coulisses. Mais malgré tout, nous devrions en savoir plus dans quelques jours seulement, car des négociations devraient avoir lieu. Maintenant, avant de parler des négociations, examinons l'accord que les États-Unis proposent à l'Iran. Voici plus de détails. Écoutez bien. Oui les gars, bonjour. Je viens de parler avec le président Trump pendant environ 20 minutes et il m'a dit que si l'Iran ne signe pas cet accord, tout le pays sera détruit. Il a ajouté que les ponts et les centrales électriques
serait visée si l'Iran ne signe pas cet accord. Le président m'a dit que les envoyés spéciaux américains Jared Kushner et Steve Witkoff se rendent à Islamabad, au Pakistan, pour des réunions mardi, peut-être jusqu'à mercredi, afin d'essayer de finaliser cet accord. Le président a déclaré à Fox News qu'il s'agissait d'un accord très simple, mais que c'était la dernière chance pour les Iraniens. Le président a été très clair lors de notre conversation. Il ne commettra pas la même erreur que le président Obama, qui a donné de l'argent liquide aux Iraniens et leur a permis de poursuivre leur programme nucléaire. L'accord proposé consiste à rouvrir le détroit d'Ormuz afin de s'assurer que les Iraniens ne disposent pas de cet uranium hautement enrichi qui est enfoui profondément sous terre après l'opération Midnight Hammer de l'été dernier. Et encore une fois, le président a déclaré à Fox News que tout le pays serait détruit. Les ponts et les centrales électriques seront visés si les Iraniens ne signent pas cet accord. Maintenant, avant d'entrer dans les détails de ce que fait l'armée américaine pour se préparer à la reprise de la guerre, un petit rappel pour cliquer sur j'aime et sur s'abonner ci-dessous. Hier encore, nous avons reçu quelques commentaires de personnes disant qu'elles ne voient pas nos vidéos sur leur page d'accueil. En cliquant sur s'abonner ci-dessous, vous augmentez vos chances de voir notre couverture dès sa sortie. Revenons aux actualités. Pendant ce temps, l'armée américaine déplace davantage d'équipements et de munitions dans la région. Il y a un énorme pont aérien qui a lieu depuis 2 semaines, où des avions cargo américains arrivent chaque jour. Comme mentionné dans notre vidéo précédente, 3 porte-avions américains doivent arriver bientôt dans la région. Il s'agit de l'USS Abraham Lincoln, de l'USS Gerald R. Ford et de l'USS George H.W. Bush. C'est ici qu'il est important de se rappeler qu'au début de cette guerre, les États-Unis n'avaient que 2 porte-avions dans la région. Et si cette guerre reprend, lorsque le cessez-le-feu expirera dans 72 heures, cela pourrait signifier que les États-Unis auront plus de puissance de feu au Moyen-Orient qu'ils n'en avaient lorsque cette guerre a commencé en février. Bien sûr, toute cette puissance de feu déployée dans la région vise simplement à donner aux États-Unis plus d'options au cas où les négociations ne se dérouleraient pas comme prévu. Parlons donc de ces négociations, car il semble, comme l'a dit le président Trump dans sa déclaration, qu'une délégation américaine se rendra au Pakistan et qu'elle devrait y arriver d'ici demain soir. Ce serait lundi soir, heure des États-Unis. Si les négociations se passent bien, je suppose que le cessez-le-feu sera prolongé. Et je pense que c'est le scénario le plus probable. C'est le scénario qui a la plus grande probabilité de se produire. Bien sûr, cela ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Mais d'après les informations dont nous disposons actuellement, je pense que le cessez-le-feu devrait être prolongé à moins que l'Iran ne fasse quelque chose d'extrêmement stupide. Regardez qui participe aux négociations du côté des États-Unis. Au départ, dimanche matin, le président Trump a déclaré que J.D. Vance n'irait pas au Pakistan en raison de préoccupations de sécurité. Il a affirmé que le Secret Service ne pouvait sécuriser la ville en 24 heures, un délai trop court pour organiser la réunion. Mais la Maison-Blanche a rapidement retiré cette déclaration, annonçant un changement de plan. Et maintenant, le vice-président J.D. Vance se rendra au Pakistan avec les envoyés spéciaux, Steve Witkoff et Kushner. Et bien sûr, il y aura une délégation d'experts qui sera présente pour négocier avec l'Iran sur les détails ou tout ce qui aura été convenu. La visite du vice-président au Pakistan est, selon moi, un signe important et positif. Tout d'abord, l'Iran considère J.D. Vance comme quelqu'un avec qui ils peuvent négocier, quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance parce qu'ils n'ont pas de mauvais antécédents de négociation avec lui. Ce n'est pas le cas avec l'envoyé spécial Witkoff ou Kushner, qui ont tous les deux négocié avec le régime avant le début de la guerre. Et à cause de cela, beaucoup de gens en Iran ne leur font pas autant confiance. Mais comme vous pouvez vous en douter, les messages venant d'Iran ont été pour le moins confus. Voici ce qu'affirme un site web des médias d'État iraniens. L'Iran n'a pris aucune décision d'envoyer une équipe de négociation au Pakistan. Et ils disent aussi que l'Iran ne participera pas aux négociations tant que le blocus maritime sera en place. C'est probablement un mensonge. Je dis cela car, avant la dernière réunion de négociation, le président du Parlement avait déjà déclaré publiquement qu'il ne participerait pas sans cessez-le-feu au Liban. Et devinez quoi ? Aucun cessez-le-feu au Liban avant la fin de la semaine dernière. Et l'Iran est quand même allé à la réunion au Pakistan. L'Iran a l'habitude de mentir. Et le deuxième point à garder à l'esprit ici, c'est que cette agence de médias d'État en particulier, Tassim, avait précédemment déclaré qu'aussitôt que le F-15 américain avait été abattu, l'Iran avait capturé les 2 pilotes américains. Et tu sais ce qui s'est passé là-bas ? Les États-Unis ont sauvé les 2 aviateurs qui étaient coincés en Iran. Donc, encore un exemple des médias d'État qui mentent ouvertement. Donc,
Il y a de très fortes chances que ce soit aussi un mensonge. Nous saurons avec certitude si l'Iran ment ou non, si la vice-présidente américaine prend l'avion pour se rendre au Pakistan dimanche soir. Parce que s'il monte dans un avion, je pense qu'il doit y avoir des garanties de la part de l'Iran en coulisses pour confirmer en gros que nous allons venir à la réunion. Sinon, la vice-présidente des États-Unis ne va tout simplement pas traverser la moitié du globe. J'en suis vraiment convaincu. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai déjà dit la dernière fois. Si J.D. Vance prend l'avion, cela signifie que l'Iran sera à la réunion. Sinon, les négociations sont annulées. Il est cependant important de se rappeler que le Pakistan se trouve à environ 16 heures de vol des États-Unis. Cela signifie que si J.D. Vance ne prend pas l'avion dimanche soir, je ne pense pas qu'il y aura une réunion avant l'expiration du cessez-le-feu. Et cela pourrait être une très mauvaise nouvelle pour l'Iran, car il souffre déjà du blocus. En fait, il souffre plus que ce que les gens pensent. Et si une guerre recommence, alors que le blocus est toujours en cours, je pense que l'Iran pourrait réellement s'effondrer et se désintégrer comme l'Union soviétique. Lisez la déclaration publiée dimanche matin par le ministère iranien des Affaires étrangères, qui montre à quel point ce blocus est douloureux. Le soi-disant blocus des ports, ou du littoral iranien par les États-Unis, n'est pas seulement une violation du cessez-le-feu négocié par le Pakistan, mais aussi illégal et criminel. Il y a 2 jours, le porte-parole iranien affirmait que le blocus américain est inefficace, les navires iraniens entrant et sortant à leur guise. Et maintenant, le ministère iranien des Affaires étrangères dit que ce que font les États-Unis est illégal et criminel. Si ce blocus était inefficace, j'ai l'impression que l'Iran n'aurait pas fait la déclaration qu'ils ont faite dimanche matin. Mais bon, je vous laisse décider si cela nuit à l'Iran ou non. Mais n'oublions pas ici, c'est l'Iran qui a commencé à imposer un blocus en premier. C'étaient eux qui attaquaient les navires civils dans le détroit d'Ormuz, tout en laissant passer gratuitement les navires iraniens pour continuer à gagner cet argent si précieux. Et devinez quoi ? La marine américaine vient tout juste de rétablir l'équilibre. Si l'Iran bloque les navires civils des autres nations du Golfe, alors les États-Unis vont bloquer tout ce qui sort d'Iran. De cette façon, aucun pays ne pourra faire sortir ses navires, à moins que tous les pays puissent le faire. C'était le message que les États-Unis ont transmis lorsqu'ils ont commencé le blocus. Donc, si l'Iran veut vraiment que le blocus prenne fin, il leur suffit simplement d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Au fait, complètement en aparté, c'était le même gars qui a admis devant la caméra que l'Iran avait tué des dizaines de milliers de manifestants lors des manifestations de janvier. À présent, il qualifie le blocus de crime contre l'humanité. C'est l'hypocrisie iranienne à son comble. Lorsque des organisations de défense des droits de l'homme de premier plan comme Amnesty International accusent votre gouvernement, je cite, de massacrer des manifestants lorsqu'elles disent avoir examiné, et je cite ici, des vidéos vérifiées et des témoignages oculaires de, je cite, des forces de sécurité postées dans les rues et sur les toits de bâtiments, dont maisons, mosquées et commissariats. Tirant à plusieurs reprises, je cite, sur les manifestants avec des fusils et des fusils de chasse chargés de plomb métallique, visant fréquemment leur tête et leur torse. Quand Amnesty, qui n'est pas ami du gouvernement américain ou israélien, dit cela, Dr Bagaï, pourquoi croirions-nous votre gouvernement plutôt qu'Amnesty? Pourquoi croire Amnesty plutôt que le gouvernement? Ils ont apporté des preuves vérifiées, vidéos et témoins oculaires, alors que vous dites ne pas avoir les chiffres. Oui. Vous pouvez simplement voir que bon nombre de ces soi-disant preuves et vidéos leur sont fournies par des sources israéliennes et américaines. Non, elles n'ont pas été fournies par Israël. Israël critique aussi Amnesty comme vous. J'ai interviewé des responsables israéliens qui accusent Amnesty de fausses preuves. Je suis désolé, mais vous ressemblez à un responsable israélien niant ce qui s'est passé à Gaza. Ce sont des témoignages oculaires, des médecins. Comparez les menaces pacifiques de l'Iran à Gaza. Allons. Non, je compare votre réponse. Vous niez des droits humains. Je ne cite ni le gouvernement américain ni le gouvernement israélien. Je suis d'accord, ces gouvernements ne sont pas fiables sur l'Iran. Je cite un groupe indépendant de défense des droits humains. Je ne suis pas sûr qu'ils soient indépendants. Sinon, ils seraient venus raconter les histoires de nombreux Iraniens innocents qui ont été tués au cours des 27 derniers jours. Ils ne l'ont pas fait. D'accord. Donc, ce que je dis, c'est qu'en toute honnêteté, j'ai dit que le gouvernement, le bureau du président, a publié les noms de ceux qui ont été tués pendant cette manifestation. Et nous avons été transparents en disant par qui ils ont été tués. Nous avons dit que 2400 d'entre eux étaient considérés comme des martyrs parce qu'ils ont été tués soit par le gouvernement, soit ils étaient des policiers, soit des passants innocents.
beaucoup d'entre eux. Et vous pouvez dire que oui, 600 d'entre eux étaient soit des infiltrés, soit ces hommes armés. Mais qu'en est-il des témoignages oculaires de personnes amenées à l'hôpital, la tête et le visage criblés de plomb par les forces de sécurité iraniennes? Human Rights Watch l'a documenté. Amnesty International l'a documenté. Plusieurs médias aussi. Vous dites que tous ces témoins mentent, que tout est faux. Je ne dis pas que tout est mensonge. Je dois les voir.